Le 24 mars 1668, la reine du Portugal, Maria Francisca de Savoie, a divorcé de son mari, le roi Afonso VI. 9 jours plus tard seulement, elle épousa le frère cadet du roi, Dom Pedro, l'homme qui venait de renverser le roi lors d'un coup d'état de palais. Ce fut l'un des scandales royaux les plus choquants du XVIIe siècle. Mais qui était la femme qui devint 2 fois reine du Portugal en tant qu'épouse de 2 rois différents ? La femme qui était devenue reine du Portugal à 2 reprises est née sous le nom de Marie-Françoise Élisabeth à Paris, le 21 juin 1646. Elle était la 2e fille survivante de Charles-Amédée de Savoie, duc de Nemours, et d'Élisabeth de Bourbon-Vendôme, une petite fille du roi Henri IV de France. Sur leurs 5 enfants, seulement 2 ont atteint l'âge adulte. Marie-Françoise elle-même, plus tard connue sous le nom de Maria Francisca, et sa sœur aînée, Marie-Jeanne Baptiste. En 1652, alors que Maria Francisca était encore une jeune enfant, une tragédie frappa sa famille. Son père se retrouva impliqué dans une vive querelle avec son beau-frère, François de Vendôme, duc de Beaufort, au sujet du duché de Châtillon. La querelle culmina par un duel au marché aux chevaux de Paris, le 30 juillet 1652, où Charles-Amédée fut tué à seulement 28 ans. Sa mort laissa Maria orpheline de père et bouleversa profondément le cours de sa jeune vie. Après la mort de son mari, sa mère choisit de se retirer au couvent de Fontevraud. Maria et sa sœur aînée ont passé une grande partie de leur enfance là-bas, où elle a été élevée par les religieuses. Malgré leur éducation simple, Maria reçut ici une bonne instruction, et elle écrivit de la poésie à l'âge adulte. Les sœurs restèrent politiquement importantes en tant que filles du défunt duc de Nemours. Finalement, leur mère décida de quitter l'abbaye et la famille retourna à Paris. Là, un nouveau défi les attendait. Sans héritier mâle direct pour la maison de Nemours, la question de savoir avec qui Maria et sa sœur allaient se marier devint plus qu'une affaire de famille. C'est devenu un enjeu politique qui allait façonner leur avenir et attirer l'attention des cours les plus puissantes d'Europe. La mère de Maria était déterminée à marier au moins une de ses filles à l'aristocratie supérieure de Savoie, le duché qui s'étendait à la frontière entre la France et l'Italie actuelle. Les sœurs s'y rendirent en 1659, mais les négociations avec le duc Charles-Emmanuel II n'avancèrent pas, et il finit par épouser une cousine du roi Louis XIV de France 4 ans plus tard. La sœur aînée de Maria était déjà mariée à cette époque, à Charles, duc de Lorraine, le plus grand seigneur près de la frontière franco-allemande. Fait intéressant, le duc de Lorraine refusa rapidement de reconnaître l'union et elle fut promptement annulée. Pourtant, un projet parallèle visant à marier Maria à Charles-Henri, duc d'Audemont, n'aboutit à rien. En 1664, la mère de Maria mourut à l'âge de 49 ans, après quoi la responsabilité de négocier un éventuel mariage revint à son grand-oncle César d'Estrées, évêque de Laon et futur cardinal. Il éveilla bientôt l'intérêt de la cour portugaise, où le roi depuis 1656, Afonso VI, qui n'avait que 3 ans de plus que Maria, demeurait célibataire. Pour les Portugais, cependant, Maria Francisca n'était pas leur premier choix. Le marquis de Sade avait auparavant été envoyé pour négocier la main de mademoiselle de Montpensier, la cousine de Louis XIV, qui refusa. Ce n'est qu'après de nouvelles discussions, au milieu des années 1660, que Maria fut choisie pour être la future épouse d'Afonso VI. Le traité de mariage de Maria fut signé à Paris le 24 février 1666. Les termes du traité lui étaient favorables. Elle devait fournir une dot de 600 000 escudos, somme délibérément fixée à un niveau élevé pour marquer la distinction des maisons de Nemours et de Vendôme par rapport à la couronne portugaise. Mais cette somme était récupérable si le mariage prenait fin, et on lui promettait un vaste ensemble de terres au Portugal en échange de la dot. Celle-ci serait héritée à la mort de sa belle-mère, Dona Luisa de Gusmão. Pendant ce temps, elle recevrait une allocation annuelle du gouvernement portugais pour l'entretien de sa maison à Lisbonne. Avec cet accord, un mariage par procuration eut lieu à La Rochelle le 27 juin 1666. Maria s'embarqua ensuite pour le Portugal, arrivant à Junqueira le 9 août 1666.
Elle fut accueillie par le comte de Castello-Mellor et escortée jusqu'au palais d'Alcantara, où le roi Afonso VI et la cour royale l'attendaient. Le couple s'est marié plus tard dans la journée à l'église du couvent flamand de la ville. Maria avait 20 ans, tandis qu'Afonso en avait 23. Les récits contemporains ont souligné la beauté de la jeune reine, mais selon certaines sources, le roi a brusquement abandonné son épouse pendant le banquet de mariage, un signe inquiétant que ce mariage royal allait mal dès le début. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnés par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Maria venait d'arriver au Portugal quand elle a compris qu'elle entrait dans un monde très différent de sa vie en France. Mais le principal choc ne venait pas du pays lui-même. C'était l'homme qu'elle venait d'épouser. Derrière la couronne se trouvait un royaume déjà plongé dans des troubles politiques, avec des factions qui se disputaient le pouvoir autour d'un roi que beaucoup pensaient incapable de gouverner. Afonso VI avait été physiquement diminué par une grave maladie contractée dans son enfance, et ses contemporains le décrivaient souvent comme impulsif, instable et mal adapté au trône. Même après avoir atteint l'âge adulte, sa mère avait régné comme régente pendant des années, car beaucoup doutaient de sa capacité à gouverner. En plus de sa mauvaise santé, certains récits affirment qu'il préférait la compagnie de camarades peu recommandables, passant ses journées à jouer à des jeux bruyants et ses nuits à parcourir les rues de Lisbonne, buvant excessivement et terrorisant les habitants de la ville. Et ce n'était pas tout. Il négligeait ses devoirs de monarque. Cela était particulièrement problématique, car le Portugal déclinait en tant que nation, et les Hollandais les supplantèrent en tant que puissance coloniale dans de nombreuses régions d'Asie et d'Afrique. Compte tenu de cela, au moment où Maria arriva dans le royaume, une faction s'était déjà formée, opposée au tout-puissant favori de la cour, le comte de Castello-Mellor, qui exerçait une influence énorme sur Afonso. Cette faction opposée se rassemblait autour du propre frère du roi, Pedro. Maria fut rapidement prise dans ces intrigues. Ils avaient soutenu le mariage français, s'opposant à la préférence de Castello-Mellor pour une alliance forte avec l'Angleterre. L'intrigue à la cour devint plus complexe lorsque la reine, qui s'entendait initialement avec Castello-Mellor, chercha à assister au Conseil d'État comme sa belle-mère l'avait fait avant elle. Lorsque le comte résista, elle commença à s'allier avec la faction opposée qui se formait autour de Pedro. La politique, cependant, n'était peut-être pas la seule chose qui les rapprochait. Des récits ultérieurs affirment qu'au fur et à mesure que le mariage de Maria et Afonso se dégradait, elle tomba amoureuse de son frère cadet Pedro. Le contraste entre les deux frères était frappant. Pedro était beau, charismatique et compétent, tandis qu'Afonso était physiquement diminué et intellectuellement limité. Mais il reste incertain que ces récits soient vrais ou ayant été embellis. Ce qui est clair, c'est que Castello-Mellor en est devenu à considérer la reine et l'infant comme une alliance dangereuse. Craignant qu'ils ne détruisent son influence, ou peut-être conscients de secrets susceptibles de les détruire avant cela, les deux camps ont commencé à manœuvrer l'un contre l'autre.
Il y eut donc bientôt un complot pour écarter Castello-Mellor, complot encouragé à distance par le roi Louis XIV de France, qui souhaitait affaiblir l'alliance anglo-portugaise dont Castello-Mellor était l'un des principaux soutiens à la cour. Les actions ultérieures de Maria furent un pari politique calculé. Elle fit clairement savoir qu'elle était mécontente de son mariage et affirma qu'Afonso, qui souffrait d'une forme d'hémiplégie, une paralysie d'un côté de son corps, avait été incapable de consommer leur mariage. Elle fit cela malgré ses déclarations antérieures selon lesquelles elle pensait être enceinte, créant ainsi une contradiction évidente. Comment pouvait-elle penser être enceinte et en même temps affirmer que le mariage n'avait jamais été consommé ? Cette malheureuse question n'a jamais été résolue et a ensuite été ignorée. Mis à part la contradiction, c'est sur ce motif que Maria a demandé l'annulation, et elle a commencé à affirmer qu'elle reprendrait sa grande dot et retournerait en France. La question de savoir si elle entretenait déjà une liaison amoureuse avec Pedro à cette époque reste débattue. Ce qui est clair, c'est qu'en septembre 1667, un coup d'état de palais a brisé le règne d'Afonso. Castello-Mellor a fui pour s'exiler en Angleterre tandis que Pedro a pris le contrôle du gouvernement. Afonso resta roi seulement de nom, et l'année suivante, il fut envoyé en détention sur l'île de Terceira aux Açores. Privé de toute autorité réelle, il passa des années sous surveillance pendant que Pedro gouvernait le Portugal en tant que prince régent. Bien qu'il ait détenu le pouvoir à partir de 1667, Pedro ne deviendrait officiellement roi que 16 ans plus tard. Le 24 mars 1668, Maria obtint l'annulation de son mariage au motif de l'impuissance perpétuelle d'Afonso, que l'Église déclara incurable et donc suffisante pour dissoudre le mariage. C'était un jugement public humiliant contre le roi, mais un scandale encore plus grand restait à venir. Quelques jours plus tard, Maria épousa son ancien beau-frère, Dom Pedro, l'homme qui dirigeait désormais le Portugal, sans emporter le titre. Du jour au lendemain, l'ancienne reine devint l'épouse du nouvel homme fort du royaume, scellant ainsi l'une des unions royales les plus extraordinaires et controversées de l'histoire européenne. La raison pour laquelle il n'est pas clair si Maria entretenait une relation amoureuse avec Pedro avant le coup d'État de 1667 tient aux événements qui ont suivi. Maria réaffirme son désir de quitter le Portugal avec sa dot et de rentrer en France, même après l'arrivée au pouvoir de Pedro. Contrairement à ses souhaits, il semble que le nouveau gouvernement ait pu la pousser à rester et à épouser Pedro après l'annulation de son mariage. Cela visait à garantir que sa dot soit gardée par le gouvernement lors de difficultés financières au Portugal, tout en permettant de maintenir des liens royaux avec la France et la Savoie. En conséquence, le 2 avril 1668, seulement 9 jours après l'annulation de son mariage, Maria épousa Pedro. L'ancienne reine tomba enceinte presque immédiatement et le 6 janvier 1669, elle donna naissance à une fille, Isabelle Louisa Josepha, dont le roi Louis XIV de France fut le parrain par procuration. Malgré la destitution effective du roi, c'était encore une période politiquement précaire, durant laquelle cette naissance a énormément aidé Maria et Pedro pendant les premières années de leur règne. Comme on l'a vu, Afonso était prisonnier, mais la revendication de Pedro pour gouverner comme régent restait fragile. En ayant un enfant, Pedro pouvait désigner un héritier potentiel au cas où il deviendrait roi un jour, tandis que les rumeurs sur l'impuissance d'Afonso signifiaient que même s'il était libéré et autorisé à se remarier, il n'aurait pas d'enfant à lui. La jeune Isabelle serait cependant leur seul enfant. Maria tomba ensuite de nouveau enceinte en 1670, mais elle fit une fausse couche en décembre après avoir imprudemment voyagé pour confronter son mari à propos d'une liaison suspectée, alors qu'elle était très enceinte. Par la suite, elle ne put plus jamais concevoir. Le reste de la vie de Maria fut en grande partie consacré à l'éducation de sa fille et aux discussions sur celui qu'elle pourrait épouser un jour, bien que, ironiquement, malgré pas moins de 17 prétendants au fil des années, elle n'épousa jamais personne. Les négociations du vivant de Maria portaient sur la possibilité de la marier à des nobles tels que le duc d'Anjou en France ou le prince de Parme en Italie. Des candidats allemands des maisons ducales de Bavière et de Neubourg furent aussi envisagés. Finalement, les projets commencèrent à se concentrer sur son mariage avec son cousin savoyard, Victor-Amédée II, duc de Savoie. Après de longues négociations, une cérémonie de fiançailles eut lieu en mars 1681,
Cependant, à la dernière minute, les négociations échouèrent lorsque le gouvernement de Savoie devint prudent face à la possibilité que le duc doive aller vivre à Lisbonne, ce qui risquait à long terme de subordonner le duché de Savoie à la couronne portugaise. Ainsi, Isabelle resterait finalement célibataire, devenant par la suite connue sous le nom de l'Éternelle fiancée. Le mariage savoyard n'était pas le seul grand projet politique de Maria. Entre 1672 et 1674, par exemple, elle avait œuvré contre la résistance espagnole pour obtenir la reconnaissance papale de son second mari en tant que souverain du Portugal. C'était une question diplomatique épineuse car l'Espagne avait régné sur le Portugal pendant un peu plus de 60 ans, entre les années 1580 et 1640, et nourrissait encore l'ambition de reconquérir le Portugal un jour. La reconnaissance potentielle de Pedro comme régent du Portugal et futur roi par Rome pouvait affaiblir cette revendication. Les dernières années de Maria ont été assombries par la maladie qui lui coûta la vie. De nombreux historiens pensent qu'elle souffrait de la syphilis, peut-être congénitale, bien que son origine exacte reste incertaine. Certains contemporains hostiles ont plutôt affirmé que Dom Pedro l'avait infectée, présentant la maladie comme une punition divine pour son mariage avec son ancien beau-frère. Quelle que soit la vérité, sa santé s'est progressivement détériorée tout au long des années 1670 avant de s'aggraver considérablement au début des années 1680. Pendant ce temps, Afonso était retourné au Portugal. Des années de confinement avaient encore affaibli sa santé, et à partir de 1675, il vécut sous surveillance au palais de Sintra, où il mourut d'un accident vasculaire cérébral le 12 septembre 1683 à l'âge de 40 ans. À la mort d'Afonso, Dom Pedro fut enfin proclamé roi Pedro II, et pour la deuxième et dernière fois de sa vie, Maria devint reine consort du Portugal. Néanmoins, la seconde période où Maria fut reine fut encore plus bref que le premier. Il fut alors rapporté qu'elle était devenue très maigre et malade. Elle mourut seulement 3 mois plus tard, le 27 décembre 1683, à l'âge de 37 ans. Elle fut inhumée au couvent de Santo Crucifixo. Ses restes n'ont été exhumés de là et enterrés dans la crypte royale de Salve Santa Delfora à Lisbonne qu'en 1912, aux côtés de ses 2 maris, après la démolition du couvent. La seule enfant de Maria Francisca, Isabelle Louisa, mourut célibataire en 1690, à seulement 21 ans, mettant ainsi fin à la lignée directe de sa mère. 3 ans après la mort de Maria Francisca en 1687, Pedro épousa Maria Sofia de Neubourg, et leurs nombreux enfants assurèrent la succession. Lorsque Pedro mourut à l'âge de 58 ans en 1706, son fils Jean Saint-Ferdinand hérita du trône portugais. Malgré les rebondissements de sa vie extraordinaire, Maria Francisca laissa derrière elle un héritage sans pareil. Elle demeure la seule femme de l'histoire portugaise à avoir été couronnée reine en tant qu'épouse de 2 rois différents et, fait remarquable, l'une des rares femmes connues de l'histoire à avoir épousé 2 frères qui sont tous 2 devenus rois. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Maria Francisca de Savoie, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous souhaitez voir plus de contenu sur la royauté ou la royauté portugaise, faites-le moi savoir également dans les commentaires. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.